Bonjour, je m'appelle Chris Keary et je suis psychiatre pour enfants, adolescents et adultes au Lurie Center for Autism du Massachusetts General Hospital for Children et de la Harvard Medical School. Commençons donc par un aperçu des faits cliniques importants à connaître pour le clinicien qui s'occupe d'un enfant ou d'un adulte atteint d'un trouble du spectre autistique. Il est préférable de considérer l'autisme comme un phénotype comportemental hétérogène. Je veux dire par là que l'autisme a probablement une grande variété de causes différentes. Nous parlons probablement d'une variété de conditions différentes que nous comprenons tous sous la rubrique des troubles du spectre autistique. Mais il s'agit d'un diagnostic clinique. Il n'y a pas de test sanguin ou d'examen d'imagerie qui soit utilisé pour faciliter le diagnostic, bien que celui-ci ait probablement une composante neurodéveloppementale, neurologique, qui en est la cause. Il s'agit toujours d'un diagnostic établi sur la base d'un entretien clinique et d'un examen de l'historique du développement du patient. Cela signifie que chez les enfants, les adolescents ou même les adultes, une approche du diagnostic consiste en un entretien avec un expert en autisme capable de susciter et d'identifier les symptômes de difficultés sociales et de schémas comportementaux restreints répétitifs, ainsi qu'en une évaluation minutieuse de l'historique du développement de l'individu, même chez l'adulte. On s'attend à ce que les personnes atteintes de troubles du spectre autistique présentent des symptômes de cette maladie tout au long de leur vie, et ce, dès le début de leur développement. Même les personnes atteintes d'un trouble du spectre autistique de haut niveau sont censés présenter des symptômes identifiables de leur autisme. Bien qu'ils puissent être plus légers chez les patients autistes de haut niveau, les symptômes de l'autisme sont censés se manifester dès les premiers stades du développement. On peut penser à l'âge de 2, 3, 4, 5, 6 ans, bien que chez les patients atteints d'autisme de haut niveau, ces symptômes puissent se manifester de la manière la plus nette au cours de la préadolescence ou de l'adolescence, mais on s'attend à ce que les symptômes soient présents dès les premiers stades du développement. Il n'existe actuellement aucun médicament qui améliore les principaux symptômes des troubles du spectre autistique ou qui modifie le cours de la vie. Nous allons parler aujourd'hui de médicaments destinés à traiter les comorbidités comportementales ou psychiatriques, mais il n'existe pas de médicaments à proprement parler pour les symptômes fondamentaux de l'autisme à l'heure actuelle. Le traitement de l'autisme est comportemental et éducatif et comprend des thérapies telles que la kinésithérapie, l'ergothérapie et l'orthophonie. Il est important pour le clinicien de connaître les comorbidités médicales qui sont plus fréquentes chez les patients atteints de troubles du spectre autistique. À un moment donné, on pouvait facilement dire que l'épilepsie concernait environ un tiers des patients autistes. Ces chiffres diminuent à mesure que les patients autistes à haut niveau de fonctionnement représentent une part plus importante. Les patients atteints de troubles du spectre autistique et d'une déficience intellectuelle co-occurrente sont plus susceptibles de souffrir d'épilepsie. Un individu est plus susceptible de souffrir d'épilepsie s'il s'agit d'une femme autiste, s'il a été très prématuré ou s'il appartient à une famille comptant plusieurs personnes autistes. Tous ces éléments constituent des facteurs de risque pour des taux d'épilepsie plus élevés. La constipation est une comorbidité fréquente dans l'autisme et peut parfois être à l'origine de troubles du comportement, tout comme le reflux gastro-œsophagien ou l'inflammation de l'œsophage causée par des affections telles que l'œsophagite à éosinophile. Environ un tiers des patients atteints d'autisme peuvent présenter une perte auditive et une grande proportion, jusqu'à 40%, des problèmes visuels pouvant inclure le strabisme ou l'amblyopie. La déficience intellectuelle est une comorbidité importante pour les patients atteints de troubles du spectre autistique. Au cours des dernières décennies, nous avons de plus en plus compris et diagnostiqué les personnes atteintes de troubles du spectre autistique qui fonctionnent mieux dans leur vie. Les patients atteints d'autisme sans déficience intellectuelle représentent aujourd'hui un peu plus de la moitié de tous les patients autistes. Environ un tiers des patients atteints de troubles du spectre autistique présentent des troubles du langage, qui peuvent aller de patients totalement non-verbaux à des patients qui utilisent le langage de manière non communicative, par exemple avec l'écholalie, qui peut consister à répéter une certaine phrase à l'infini ou à écrire un script à partir d'une émission de télévision ou d'un film préféré, en passant par des patients qui parlent couramment leur langue, mais qui ont du mal à l'utiliser de manière pragmatique au jour le jour. Il s'agit d'une maladie à forte composante génétique. De tous les diagnostics du DSM, c'est l'un des plus héréditaires au sein des familles, avec le TDAH, et quelques informations importantes sur l'héritabilité à propos des troubles du spectre autistique. Chez les hommes atteints de troubles du spectre autistique, il y a 58% de chances que les jumeaux monozygotes soient tous deux atteints de troubles du spectre autistique et 20% de chances que les jumeaux dizygotes soient atteints de troubles du spectre autistique. Chez les femmes, il y a 60% de chances que les les jumelles monozygotes, soient atteintes d'autisme et 27% de chances pour les jumelles dizygotes. Le risque d'avoir un deuxième enfant atteint d'un trouble du spectre autistique, si votre premier enfant est autiste, est compris entre 5 et 20%. Ce taux est plus élevé si le premier enfant atteint d'autisme est de sexe féminin. Et si 2 enfants ont été atteints d'autisme, il y a environ une chance sur 3 que le troisième enfant soit atteint d'autisme. Toutes ces questions mettent en évidence la forte héritabilité génétique de cette maladie. Le taux de diagnostic de l'autisme est plus élevé chez les hommes que chez les femmes, dans une proportion de 4 à 1 et de 5 à 1.
Ces chiffres sont beaucoup plus orientés vers les hommes, jusqu'à 20 contre 1 lorsqu'il s'agit de patients autistes de haut niveau, ce qui amène de nombreux cliniciens à penser qu'il pourrait y avoir un biais de diagnostic contre les femmes qui sont diagnostiquées autistes, ce qui pourrait expliquer en partie cela, que peut-être nous ne diagnostiquons pas les femmes qui sont autistes. Il est important de parler de certaines interventions non médicamenteuses pour les problèmes de comportement dans l'autisme, avant d'aborder la façon dont les médicaments peuvent être utiles pour les comportements. Il est important de mettre l'accent sur un sommeil adéquat et sur l'exercice physique pour les enfants, les adolescents et les adultes atteints de troubles du spectre autistique. Ces éléments peuvent grandement contribuer à réduire l'hyperactivité au quotidien. Il est important pour le clinicien d'évaluer les conditions médicales sous-jacentes qui pourraient expliquer les problèmes de comportement, en particulier chez les patients autistes peu verbaux. La constipation, le reflux œsophagien, les problèmes dentaires, la dysménorrhée, la confusion postictale ou la sédation, comportements que l'on peut observer après une crise d'épilepsie, tout cela peut entraîner des changements de comportement. Il est important que le clinicien réfléchisse à ces questions avant de penser à la psychopharmacologie. Les ergothérapeutes, qu'ils travaillent à l'intérieur ou à l'extérieur de l'école, peuvent aider à résoudre les problèmes de comportement liés à l'hyperactivité. Ils peuvent identifier les déclencheurs d'anxiété ou d'irritabilité et peuvent parfois concevoir un certain nombre d'interventions sensorielles apaisantes qui peuvent être utiles, en particulier pour les comportements répétitifs de recherche sensorielle, tels que les stéréotypies. Il est important de se concentrer sur l'optimisation de la communication chez les enfants atteints de troubles du spectre autistique, qui sont peu verbaux, et de veiller à ce que les enfants, les adolescents et même les adultes atteints de troubles du spectre autistique aient la possibilité de suivre une thérapie orthophonique axée sur les stratégies de communication augmentative et alternative, CA. Il peut s'agir de l'utilisation de tablettes dotées d'un programme sur lequel les personnes appuient sur un bouton qui verbalise une demande de pause, par exemple, ou qui indique si une personne souffre, ou encore de l'utilisation de tablettes pour instaurer un horaire visuel. Essentiellement, les personnes qui ont un moyen de communiquer leur frustration peuvent avoir une capacité d'adaptation importante, qui peut être aussi utile que n'importe quel médicament prescrit. Thérapie comportementale. La thérapie comportementale la plus courante est l'analyse comportementale appliquée, ABA, qui peut s'avérer très utile pour comprendre les causes du comportement difficile, déterminer s'il s'agit d'une recherche d'attention ou d'un problème de gestion de la colère, par exemple, ou s'il semble n'avoir aucun lien avec l'environnement extérieur. Il peut être très utile pour le clinicien prescripteur de collaborer avec un thérapeute comportemental. Lorsqu'il met en place un médicament, il peut demander à examiner les données recueillies par une équipe d'ABA afin de déterminer s'il y a eu une réponse positive au médicament. Mais avec toute nouvelle approche comportementale, il n'est pas rare qu'il y ait une période d'1 à 2 semaines pendant laquelle les comportements s'aggravent avant de s'améliorer. Il est important de préparer les familles à cette éventualité et de ne pas abandonner la thérapie comportementale. Enfin, je mentionnerai que les patients atteints de troubles du spectre autistique devraient bénéficier d'une psychothérapie au même titre que les patients neurotypiques. J'aime évaluer si les patients peuvent identifier le contenu émotionnel et le relier aux événements qui se produisent dans leur vie. S'ils y parviennent, la psychothérapie peut également leur être utile. Certains patients atteints de troubles du spectre autistique peuvent bénéficier d'une thérapie plus structurée, comme la thérapie cognitivo-comportementale, ou d'une plus grande implication des parents dans leur thérapie à un âge plus avancé que prévu, par exemple à l'adolescence ou même au début de l'âge adulte, afin de garantir que la thérapie soit aussi efficace que possible. Je terminerai cette vidéo en indiquant quand envisager une pharmacothérapie. S'il n'y a pas de traitement comportemental efficace, s'il y a des inquiétudes quant à la sécurité du foyer ou des frères et sœurs, s'il n'y a aucune préparation qui puisse rendre un voyage communautaire sûr, ou si une personne ne peut pas bénéficier d'un programme de jour ou d'un personnel de soins à domicile pour des raisons de sécurité, ou s'il n'est pas prudent d'exiger quoi que ce soit d'une personne atteinte d'autisme. Quelques points essentiels à retenir de ce tour d'horizon de l'autisme. Le trouble du spectre autistique est un trouble du développement neurologique qui dure toute la vie et qui présente une forte héritabilité génétique. Les comorbidités médicales courantes dans l'autisme sont l'épilepsie, le reflux gastro-œsophagien, la constipation et les problèmes dentaires. Les thérapies comportementales et, le cas échéant, les thérapies psychologiques doivent être proposées aux patients autistes, en plus des traitements médicamenteux pour les problèmes de comportement et de santé mentale.